Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. État de catastrophe nationale décrété en Afrique du Sud. Une décision prise le 9 février par le président Cyril Ramaphosa pour faire face à la crise énergétique sans précédent qui touche la première puissance industrielle du continent. Rapprochement diplomatique entre le Kenya et l'Érythrée. Après un récent tête-à-tête à Nairobi, les présidents respectifs des deux pays ont annoncé une série de mesures, signe d'une nouvelle étape dans leur entente. Et le président camerounais Paul Biya promeut l'entrepreneuriat des jeunes à l'occasion de la 57e édition de la fête de la jeunesse célébrée le 11 février. Une nouvelle impulsion va être donnée au plan triennal spécial jeunes créé en 2016 qui a permis de financer jusqu'à présent plus de 11 000 projets. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelmajid Tebboune cherche à calmer le jeu suite aux tensions diplomatiques créées par l'affaire Amira Bouraoui. Dans un communiqué datant du 10 février, le chef de l'État algérien a invité ses compatriotes à ne pas gêner la circulation au niveau des postes frontières des ressortissants tunisiens souhaitant entrer en Algérie ou en sortir. Rappelons que depuis que la Tunisie a permis à la militante franco-algérienne Amira Bouraoui, réfugiée à Tunis, de se rendre en France le 6 février dernier pour échapper à une expulsion vers l'Algérie. Le climat est tendu entre l'Algérie et la Tunisie. La Tunisie, justement, où la police a procédé le 11 février aux arrestations d'un homme d'affaires influent et de deux activistes. Il s'agit de Kamel El Taïf, vu par de nombreux Tunisiens comme l'un des symboles de la corruption sous l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, ainsi que l'opposant Abdelhamid Jelassi, ex-dirigeant du mouvement d'inspiration islamique Ennahda, et l'activiste politique Kayem Turki. Peu de détails ont été donnés, mais selon certaines sources, ces arrestations concernent une atteinte à la sûreté de l'État. Il convient de rappeler que depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021, plusieurs hommes politiques font l'objet de poursuites judiciaires. L'opposition dénonce des règlements de comptes politiques. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré le 9 février l'état de catastrophe nationale pour tenter d'endiguer la profonde crise énergétique qui affecte la première puissance industrielle du continent. 2022 a été l'une des pires années en termes de délestage pour l'Afrique du Sud. La création d'un nouveau poste de ministre de l'électricité a ainsi été annoncée. Les explications de Mildred Diamou. Pour la troisième fois en 3 ans, l'Afrique du Sud est en état de catastrophe nationale. Après la pandémie de Covid-19 et les inondations meurtrières d'avril 2022, le pays est confronté à une crise énergétique sans précédent. L'état de catastrophe a été déclaré par le président Cyril Ramaphosa le 9 février 2023 lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Le chef d'État a également annoncé la nomination d'un ministre de l'électricité pour mieux répondre à cette crise. Our country has, for many months, endured a debilitating electricity shortage. Notre pays a pendant plusieurs mois enduré une pénurie d'électricité débilitante qui a causé d'immenses dommages à notre économie et aux moyens de subsistance de notre peuple. Beaucoup sont incertains et beaucoup sont sans espoir, mais de cela, j'en suis certain. Quelles que soient les difficultés du moment, quelle que soit la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous nous lèverons pour les affronter et ensemble, nous les surmonterons. Nous pourrons le faire si nous travaillons ensemble et si nous ne laissons personne de côté. We will be able to do if we work together, and more importantly, if we leave no one behind. Les Sud-Africains, déjà confrontés à un taux de chômage élevé et à l'augmentation du coût de la vie depuis plusieurs mois, passent entre 6 et 10 heures par jour sans électricité. D'après le ministère sud-africain de l'énergie, les pertes entraînées par les délestages sont estimées à près d'1 milliard de rands par jour, soit environ 50 millions d'euros.
Cette mesure d'urgence devrait permettre d'accélérer des projets de fourniture d'énergie et de libérer des ressources supplémentaires pour lutter contre la crise, selon le président Ramaphosa. Without a reliable supply of electricity, our efforts Sans un approvisionnement fiable en électricité, nos efforts pour développer une économie inclusive qui crée des emplois et réduit la pauvreté ne réussiront pas. Par conséquent, alors que nous décrivons notre agenda de développement pour l'année à venir, notre principale priorité et plus grand défi est de réduire considérablement la gravité des délestages dans les mois à venir et de mettre fin au délestage de façon durable. in the coming months and ultimately to end load shedding altogether. La persistance de la crise énergétique en Afrique du Sud est attribuée au vieillissement des unités de production d'électricité, ainsi qu'à l'incapacité du principal fournisseur Eskom de satisfaire la demande nationale. La société qui fournit 90% d'électricité dans le pays accumule une dette de 400 milliards de rand. Les délestages qui touchent tous les secteurs du pays anéantissent les efforts du gouvernement pour redresser l'économie. Alors que le taux de chômage frôle les 33%, la Banque centrale sud-africaine a revu ses prévisions de croissance à la baisse à 0,3% en 2023 contre 2,5% en 2022. La récente rencontre le 8 février entre le président kényan William Ruto et son homologue érythréen Isaias Afewerki à Nairobi a acté le rapprochement entre les deux pays. Une série de mesures a été annoncée pour confirmer cette nouvelle dynamique. Le point avec Roberto Bogbe. La visite de 48 heures du président érythréen Isaias Afewerki chez son homologue kényan William Ruto a été marquée par d'importantes annonces. Suppression des visas entre les deux pays, ouverture prochaine par le Kenya d'une représentation diplomatique à Asmara, coopération économique renforcée dans de nombreux domaines, de l'exploitation minière au transport aérien. Depuis son élection, William Ruto travaille à normaliser la place de l'Érythrée dans le jeu diplomatique régional. C'est une avancée majeure dans la région de laquelle va jaillir la solution dans ce challenge pour la paix. L'agrément original entre l'Érythrée et l'Éthiopie était révolutionnaire. C'est quelque chose que je comprenais depuis de nombreuses années. Le fait que cela a été conclu pacifiquement, de manière progressive, et le fait que nous fassions également d'énormes progrès pour garantir que le Tigré est sauvé et sécurisé conformément à l'accord qui a été signé, témoignant également que la région est prise pleinement en charge, ce qui affecte notre région. Au cours de la conférence de presse, le président kényan William Ruto a salué la sagesse d'Isaias Afewerki pour avoir renoué avec l'Éthiopie en 2018 sans pour autant évoquer le rôle de l'Érythrée dans la guerre du Tigré. William Ruto a également remercié Asmara pour avoir formé des soldats somaliens désormais engagés selon lui dans la lutte contre les Shebabs pour pacification de la Somalie, quand bien même les circonstances de cette formation restent troubles alors que par le passé, l'Érythrée a été accusée d'armer ses islamistes. N'utilisez pas la question de la présence au nom de l'Érythrée comme un prétexte. Cela n'a rien à voir avec la mise en œuvre de l'accord et ne cherchez pas des prétextes ou des excuses qui n'existent pas. Parler d'un retrait ou d'un non-retrait est un non-sens. L'accord de paix est signé et il faudra du temps pour qu'il soit mis en œuvre sur le terrain et c'est au gouvernement éthiopien qu'il revient de décider des mécanismes de cette mise en œuvre. Au cours de cet exercice face aux journalistes, le président érythréen a nié le rôle de son pays dans le conflit éthiopien, bottant en touche sur la question du retrait des troupes érythréennes du Tigré, retrait qui reste partiel et constitue pourtant une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. Les habitants du Tigré et les groupes de défense des droits ont accusé les forces érythréennes d'abus pendant la guerre, notamment le meurtre des centaines de civils et le viol collectif de femmes. Tout le monde parle de violation des droits de l'homme, ici et là, viol, pillage. C'est un fantasme, a déclaré le président érythréen. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, a accueilli le 9 février la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, un espace de justice créé en 2010. Alors, quel bilan peut-on dresser de cette organisation après 13 ans d'exercice? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Enraciner la justice constitutionnelle.
Tel était l'objectif de la 15e session de la Cour des juridictions constitutionnelles africaines qui s'est tenue ce jeudi 9 février 2023 à Kinshasa. Une session qui a rassemblé les membres du bureau exécutif de la CJCA, représentés par les présidents des cours suprêmes. À l'ordre du jour, l'adoption d'une série de mesures en faveur de l'instauration de l'état de droit, du renforcement de la démocratie constitutionnelle et de la protection des droits des citoyens, mais aussi le renforcement de l'inclusion. Il convient de souligner à ce titre que la logique inclusive du constitutionnalisme africain requiert une présence plus affirmée de toutes les écoles et traditions judiciaires africaines, y compris celles du common law, auxquelles appartiennent plusieurs juridictions constitutionnelles qui n'ont pas encore adhéré à notre organisation. Autre enjeu, la consolidation de la solidarité et de l'entraide entre les pays membres. À ce propos, la CJCA, qui compte à ce jour une quarantaine de pays membres, ambitionne de favoriser le partage d'expériences, avec un accent particulier sur la jurisprudence constitutionnelle, une ambition qui tombe à pic pour la République démocratique du Congo. C'est un motif de satisfaction et aussi un grand encouragement. Il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle de la RDC est encore jeune, mais nous nous sommes dit, en fait, jeune peut-être par la création, mais l'activité judiciaire qui s'est faite a fait en sorte que nos pairs au niveau de l'Afrique ont reconnu qu'il y avait une intense activité judiciaire et constitutionnelle dans notre pays. Et nous avons été élus dernièrement à la vice-présidence. La vice-présidence de la CJCA, un statut honorifique et stratégique pour la République démocratique du Congo dans un contexte préélectoral. Le pays tient ici l'occasion d'asseoir sa marche vers la démocratie. Dans le reste de l'actualité, au Niger, au moins 10 soldats ont été tués le 10 février dans une attaque perpétrée par un groupe de terroristes armés dans le sud-ouest du pays, dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Niger, du Burkina Faso et du Mali, zone qui est régulièrement le théâtre d'attaques terroristes depuis 2017. Notons toutefois que le bilan pourrait s'alourdir car 16 personnes sont toujours portées disparues et 13 soldats ont été blessés. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes pour lutter contre le chômage. C'est l'une des valeurs prônées par le président camerounais Paul Biya dans son discours prononcé à l'occasion de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse. Tout en invitant les jeunes à devenir auto-entrepreneurs, le chef de l'État a réitéré son engagement à accélérer la mise en place du fonds de garantie destiné aux jeunes entrepreneurs. Les précisions de Joël Ballot. Le principal handicap à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun est lié au financement. Soucieux de promouvoir la culture entrepreneuriale, le président Paul Biya a créé en 2016 le plan triennal spécial jeunes qui vise à favoriser l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. Dans son adresse à la jeunesse le 10 février 2023, le président Biya a indiqué qu'à ce jour, ce mécanisme a déjà permis de financer plus de 11 000 projets en faveur des jeunes et générer près de 35 000 emplois directs pour un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA. Pour donner une impulsion à ce dispositif, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora camerounaise. Selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, au moins 3/4 des jeunes se connectent chaque jour à Internet. Les plateformes numériques étant devenues l'apanage de tous, le chef de l'État invite les jeunes à l'auto-emploi à travers la construction d'une nouvelle figure entrepreneuriale à l'ère de l'économie numérique. Je vous demande, une fois de plus, de vous tourner également vers l'auto-emploi, en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. C'est assurément l'une des voies les plus indiquées pour résorber le chômage des jeunes. Le taux de chômage au Cameroun est passé de 3,84% en 2020 à 6,1% en 2021.
Pour juguler la situation, le président Biya entend multiplier les efforts en faveur de la relance et de la diversification de l'économie du pays, d'où le thème de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse, Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de la discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.